7% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez espérer aujourd'hui si vous investissez sur Pernod Ricard. Est-ce que c'est une entreprise intéressante à mettre en watchlist ou en portefeuille? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo est simplement une analyse financière. Elle n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit financier et je me réserve le droit de me tromper. Donc on commence sur Pernod Ricard. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que c'est un très beau couteau. Donc depuis des plus hauts à 294, on voit qu'on a quand même pas mal perdu. Donc on est à peu près sur une baisse de moins 20%. Sur une grosse entreprise de ce type-là, peut-être qu'on était un petit peu trop surévalué à ce niveau-là. On va aller regarder un petit peu son PER en soi, qu'est-ce qu'on a pu obtenir. Hop, donc on voit qu'on a été sur des valos à peu près à 40, à 20 et là aujourd'hui on est sur des vélos à 18. Donc pour une entreprise de ce type-là, donc c'est-à-dire une entreprise qui est complètement pérenne et qui a des ventes à peu près stables. Voilà, vous voyez des marges nettes stables, un free cash flow à peu près stable qui même est continuellement en augmentation. Donc vous le voyez, il a peut-être touché des plus hauts, mais ensuite il est redescendu parce qu'on a eu des perspectives un peu plus basses. Mais on est quand même sur une entreprise qui arrive à se maintenir. Donc on avait peut-être une surévaluation, mais potentiellement, à l'heure actuelle, elle est sous-évaluée avec un PE de 18 qui est en moyenne. Donc on va aller le regarder au pire dans les statistiques ici. On voit qu'on est à peu près voilà, sur une vingtaine et à peu près entre 20 et 25 fois les bénéfices, je pense. Donc qu'est-ce qu'on regarde sur ce genre d'entreprise? On regarde un chiffre d'affaires qui évolue, c'est le cas, coût des marchandises et coût de capex qui montent avec, donc c'est à peu près normal, mais par contre on voit quand même qu'on a une belle rentabilité par rapport au revenu net et par rapport au revenu total. On est à peu près sur un 10% de rentabilité, donc c'est ce qu'on voit en marge nette. Assez intéressant. On va regarder un petit peu le free cash flow. On voit que le free cash flow a tendance à être un petit peu égal au revenu net et certains moments à être un petit peu plus élevé. Parce qu'on a sûrement pu avoir des dépenses d'investissement qui étaient un peu plus élevées à ce niveau-là. Effectivement, on le voit, on a eu des achats de placement. Les moments où le free cash flow a été plus haut que le revenu net. En termes de bilan, sur une KPI à 42, on a une equity à 16, donc c'est assez bon. En total de passif, on est quand même sur une dette nette qui est à 9 milliards, donc on va les regarder en dernier semestre, c'est ça, on est sur une dette totale à 10,74 milliards, donc c'est quand même beaucoup, c'est quand même, comparé à la capitalisation, on est quand même sur à peu près un quart de la capitalisation en tête totale. Et on va regarder un petit peu les EBITDA pour voir, j'aimerais bien les voir en annuel. On est sur des EBITDA à 3,77, donc par rapport à ça, on est à peu près sur 3 à 4 fois, et par rapport au free cash flow, on est au moins sur 5 fois, donc on est quand même sur une entreprise assez endettée à ce jour. Reste maintenant de voir la politique d'allocation du capital. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les 2,29 milliards? Donc on a de la dépense en immobilisation qui est à peu près identique tout le temps. Donc là, en ce moment, il y en a un petit peu plus. Donc je ne sais pas si est-ce qu'elle essaye d'un petit peu de réduire ses coûts ou pas. Ça, vous irez voir dans les comptes de résultats, vous irez voir dans les bilans semestriels parce que c'est assez intéressant et assez important d'aller voir ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait un achat de placement en 2022 qui était aussi important? Voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on voit qu'on a émis de la dette en 2022 donc pour faire une nouvelle acquisition. Donc vous irez regarder quelle acquisition c'était. Si je me trompe pas, c'était sur du whisky, une entreprise en Amérique du Nord. Faudrait que je regarde le nom, mais normalement vous le verrez dans les conseils financiers. Donc comment est-ce qu'elle a levé cette dette ici? Donc elle a levé cette dette là et ensuite en 2023, là en juin, on nous dit ici Pernod Ricard émission pour 1,35 milliard d'euros d'obligations en 2 tranches. Donc on nous dit des tranches de 4 à 10 ans et on est à peu près sur des coupons à 3,75% sur chacune des 2 tranches. Donc elle s'endette quand même à un certain niveau, sachant que les frais, on va les regarder. Donc la charge d'intérêt sur la dette, elle est complètement stable en soi, mais par contre si on commence à avoir des 3,5%, possiblement on pourrait avoir des charges d'intérêt qui seront beaucoup plus importantes. Et du coup, on aurait voilà, un revenu hors exploitation qui serait beaucoup trop négatif. Donc on voit qu'en 2020, elle avait pas mal de dettes et qu'ensuite, apparemment, elle l'a fait rouler. On voit qu'ici, effectivement, elle a contracté 3 milliards de dettes pour pouvoir faire face à ce qui allait se passer et peut-être possiblement augmenter ses actifs. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Un total d'actifs mobilisés, ça a même baissé cette année-là. Donc on est sur la revue du trimestre de 2023, donc on a des sales en organique qui remontent, en reported on est à 13 parce qu'étant donné qu'on a fait des acquisitions. En termes de free cash flow, donc on est à 1,4 milliard, donc on est à moins 21%, c'est un petit peu normal. Et en net dette sur les EBITDA, ils nous disent qu'on est à 2,7, donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils calculent ça, peut-être que l'EBITDA a monté et que j'en ai pas eu l'information sur TradingView. Et on voit ensuite donc où est-ce que se situe la croissance. Donc on est sur une croissance en Asie, d'ailleurs ça fait 1 ou 2 semestres qu'il y a une très grosse croissance en Asie. En termes de pricing, on a une augmentation étant donné l'inflation, vous voyez qu'on a même réussi à bien la rattraper avec un 6 et là on est sur 9. Et en termes de croissance organique en Amérique, on a eu sur des faibles retours de croissance. Donc en ayant écouté le conférence call, il disait que c'était par rapport à la vente de whisky aux États-Unis. Donc on a 6 catégories qui drivent 85% de la croissance, donc on a les Premium Plus Brand qui font 80% de la croissance et les Prestige qui font 15%. Donc on va
bah, ça serait intéressant donc de voir qu'est-ce que ça représente exactement. Donc on a la vodka qui représente seulement 8% du chiffre d'affaires, comparé au scotch et au whisky qui lui par contre représente entre 22 et 34% en moyenne de son chiffre d'affaires. Donc c'est sur ça qu'elle va récupérer le plus d'argent et faudrait voir ensuite si ce sont le genre de produit avec le plus fort taux de marge, parce que je sais pas exactement comment ça se passe l'alcool, la taxation en tout cas, bon en France, mais après elle vend un petit peu partout. Mais en France, si je me trompe pas, je crois qu'on est de plus en plus taxé en fonction du degré d'alcool. Voilà, donc vous voyez qu'elle a de la vodka en chéri en canette, on a eu des gros partenariats. Vous voyez, on est quand même sur énormément de brands différents. On a voilà 1 milliard de brands investis, enfin 1 milliard investi pour compléter le portefeuille de brands en Nord-América et continue d'être leur priorité. On voit que donc on a Tequila, Ray-Ban, Spirit, donc on va aussi faire des sodas, etc. Donc elle est vraiment extrêmement diversifiée comme entreprise. Donc ça c'est une donnée intéressante. Au USA on voit 0% de croissance en soi et 2% consumer resilience. On nous dit voilà very strong price effect. Ça a vraiment tout joué, c'est-à-dire l'augmentation des prix sur les bouteilles ont énormément fait bouger la croissance, en tout cas aux États-Unis. On le voit aussi que ce soit en Chine, en Inde, qui là en Inde donc devient le premier moteur de la croissance européenne et qui est aussi la première croissance, en tout cas pour Pernod Ricard, même si la plupart des personnes là-bas ne boivent pas d'alcool en soi, étant donné qu'on est sur des pays très croyants où l'alcool peut être potentiellement banni, on a quand même une très belle augmentation, étant donné que voilà, on est le pays plus peuplé, le pays avec la plus grosse croissance, donc plus de pouvoir d'achat pour les gens là-bas, qui pourrait se traduire pardon, par des exportations et de l'externalisation beaucoup plus importante pour des boîtes françaises. À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait aller regarder comme bénéfice? Donc il nous tape sur un bénéfice qui devrait baisser et peut-être donc augmenter au fil du temps. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on est donc sur un 12,29 qu'on divise par 168. On arrive à effectivement le 7% que je vous ai montré. Sachant que ce chiffre prend en compte une croissance qui devrait être à peu près de entre 5 à 7% sur ce genre de boîte, parce qu'on ne sait pas ce qu'on espère. À peu près, on est quand même là sur un PE de 20, donc ça nous estime à peu près un 5% de croissance, donc c'est ce qu'ils nous disent en soi. Donc potentiellement, c'est une boîte qui pourrait être bien évaluée à son cours. On pourrait aussi aller quand même récupérer peut-être un PER de 25, voire peut-être un PER de 30 si on est très gourmand. Et potentiellement, ça pourrait être une entreprise intéressante à garder en fond de portefeuille, seulement pour avoir un petit peu de rendement, parce qu'à l'heure actuelle, on est sur un rendement du dividende qui est à 2,79, donc on est à peu près sur un ratio de paiement à 50%. En soi, je vais aller le regarder un petit peu. Date de paiement, on a payé 2,06 en intérim, ensuite on va payer 2,56, j'imagine, en finale. Donc potentiellement, on va payer un certain montant, c'est-à-dire à peu près un 4 ou un 5, sachant qu'on a un bénéfice quittable à 9. Donc le reste ensuite va potentiellement être pour la dette ou, si je me trompe, du rachat d'actions. Effectivement, on a du rachat d'actions, alors peut-être qu'il va s'intensifier, peut-être pas. On le verra plus tard. En tout cas, vous irez regarder les conférences call. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.